La République démocratique du Congo vient de solliciter l'appui logistique de la MONUSCO pour le déploiement du matériel électoral. Le Conseil de sécurité de l'ONU a été saisi officiellement par l'ambassadeur de la RDC auprès de cette organisation mondiale. Une demande qui intervient à une semaine de la tenue de scrutin prévu le 20 décembre prochain. Et pour la première fois, le pays du monde entier ont approuvé ce mercredi à l'issue de la COP28 à Dubaï un compromis ouvrant la voie à l'abandon progressif des énergies fossiles d'ici 2050. Mais le pays, riche en pétrole et en gaz, ont obtenu de nombreuses concessions. Mesdames et messieurs, voilà le principal titre de cette grande édition d'information. Bonsoir et bienvenue à ce journal. La RDC saisit urgemment le Conseil de sécurité pour solliciter l'appui logistique de la MONUSCO en vue du déploiement du matériel électoral. L'ambassadeur de la RDC auprès de l'ONU a officiellement saisi le Conseil de sécurité pour demander l'appui logistique de la MONUSCO en vue de déployer le matériel électoral à travers le pays. La demande a été faite mardi 12 décembre, soit à une semaine de la tenue de scrutin prévu le 20 décembre prochain. Patrick Ilunga nous en dit plus. Des Nations Unies intervient 7 jours après que la CENI a sollicité urgemment auprès du chef de l'État 4 avions et 10 hélicoptères pour effectuer le déploiement du matériel électoral et plusieurs accessoires de vote dans l'arrière-pays. Au niveau national, la demande de la CENI n'a pas encore obtenu écho favorable. En Ituri, au nord Kivu et au sud Kivu, la MONUSCO avait déjà aidé à transporter des tonnes de matériel électoral. Le gouvernement saurait gré au Conseil de sécurité de bien vouloir autoriser la MONUSCO à étendre cet appui dans d'autres provinces, a écrit Zeno Mukongo, ambassadeur de la RDC auprès de l'ONU. Plusieurs tonnes de matériel sont déjà au pays. Le week-end dernier, l'agence congolaise de presse avait annoncé que l'Angola avait accepté de voler au secours de la CENI avec sa flotte aérienne. Les élections en RDC sont fixées au 20 décembre. La CENI continue d'insister que le calendrier sera tenu. À une semaine de la tenue des élections, toute la RDC fixe son regard sur la MONUSCO pour l'acheminement du matériel de vote dans l'arrière-pays. Restons toujours dans ces chapitres du processus électoral. L'Union africaine a déployé sa mission d'observation électorale en République démocratique du Congo dans le cadre des élections du 20 décembre 2023. Cette mission est composée de 65 observateurs de court terme, soit leur séjour est de 2 semaines, soit du 13 au 26 décembre, avec une tâche de suivre le scrutin en toute impartialité. Fiston Oleko pour de amples détails. Le but visé par le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, en envoyant cette mission d'observation électorale au Congo-Kinshasa, selon le communiqué de l'organisation régionale rendu public ce mardi, est de réaliser une évaluation impartiale et objective de la conduite des élections générales du 20 décembre en RDC, conformément aux normes régionales, continentales et internationales en matière d'élections démocratiques. Il sera question de contribuer à la bonne tenue des élections crédibles et pacifiques en vue de la consolidation de la gouvernance démocratique, de la paix et de la stabilité dans le pays, de formuler des recommandations en vue d'améliorer les processus électoraux futurs et de réaffirmer la solidarité et le soutien de l'Union africaine à l'égard du peuple congolais. Cette mission d'observation de l'Union africaine se tâchera également de s'entretenir avec les parties prenantes au processus et d'observer les derniers jours de la campagne et les opérations du vote. Sur base de ces conclusions, la mission publiera sa déclaration préliminaire après le jour du scrutin. Dans la classe politique, non seulement les doutes continuent à planer sur la tenue des scrutins dans le délai indiqué, mais il se constate également la montée des actes de violence dans le déroulement de la campagne électorale. Changeons de chapitre pour parler transport. À Kinshasa, le prix du transport en commun du secteur privé est en hausse. Et c'est depuis le début du mois de décembre 2023 à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Ceci est le fruit de la spéculation sur différents trajets, a constaté notre équipe de reporters sur terrain. Alors que l'hôtel de ville de Kinshasa a publié au cours de cette année une grille tarifaire de transport en commun des itinéraires officiel à parcourir sur toute l'étendue de la ville. Malheureusement, cette grille n'a jamais été respectée par le chauffeur de taxi. Cette situation rend difficile la circulation de population quinoise. Rachel Misenga jusqu'à Ntamba.
Les conducteurs de véhicules de transport en commun à Kinshasa ont augmenté unilatéralement le prix de course. Alors que l'hôtel des villes de Kinshasa a publié le 10 mars de cette année une nouvelle grille tarifaire des transports en commun des itinéraires officiels à parcourir sur toute étendue de la ville. Les constats faits sur terrain depuis le début du mois en cours est que le chauffeur fixe les prix selon les heures, le climat et les humeurs. Dans certains coins de la capitale, les passagers déboursent jusqu'à 5 000 francs, voire 7 000 francs par taxi après 17 heures sur le boulevard du 30 juin dans la commune de la Gombe, soit les triples du coût initial. Les Kinois s'en plaignent quotidiennement. Il y a le non-respect de la réglementation en vigueur et puis actuellement le prix ne correspond pas à l'itinéraire et au prescrit de l'autorité de régularisation. C'est que moi je conseille que l'autorité de la ville et que des associations de transporteurs se réunissent autour d'une même table pour un éventuel dialogue afin d'aboutir à une fin en soi. Certains conducteurs trouvent dans les embouteillages récurrents dans plusieurs artères principales de la ville, ainsi que le mauvais état de la voirie urbaine, un prétexte pour se livrer à ce genre de pratiques. Nous n'augmentons pas les prix de transport. Nous travaillons en fonction de l'état de route. Il y a tellement de trous dans la ville qui détruisent nos véhicules. Par exemple, à Ndolo, les trous qui s'y trouvent sont à la base des embouteillages terribles. Tu peux prendre les clients en ville pour les amener à Lemba Salongo pour passer 2 fois plus de 4 heures du temps en route. Nous ne sommes pas à la base de ces hausses des prix. Nous travaillons plutôt en fonction de l'état de route. Aujourd'hui, nous circulons dans la ville de Kinshasa. Il y a de trous partout qui détruisent nos véhicules. Lorsque nous, le chauffeur, nous allons acheter les pièces auprès des Nigériens, ils augmentent les prix de la pièce du véhicule qui coûtait $25 hier. Ils nous les revendent à $60. Et dans ces conditions, comment voulez-vous que nous puissions fixer le prix normal de la course? Nous, les chauffeurs, nous ne sommes pas méchants. C'est plutôt le gouvernement congolais qui n'aide pas le chauffeur. Ces différentes majorations anarchiques de prix provoquent l'augmentation de prix de biens de première consommation, affectant ainsi le panier de la ménagère. Un suivi sur terrain est donc nécessaire. Restons toujours à Kinshasa où plusieurs routes qui devaient permettre de désengorger les artères principales sont actuellement peu praticables. Ces routes sont jonchées de trous, crevasses et par endroits complètement impraticables. Parmi ces routes secondaires, il y a notamment les avenues Tombalbaye et Okongo dans la commune de la Gombe à Kinshasa. Constat de Francine Moukeba jusqu'à Ntamba. Il n'est pas facile de circuler sur les routes de Kinshasa. Certaines avenues sont remplies d'eau stagnante. C'est malheureusement cette image déplorable que présente l'ensemble de ces routes. Chose grave, même les routes des communes comme Gombe, siège des institutions nationales et provinciales, Kitambo, Bandalungwa, réputées pourtant des juridictions bien loties et urbanisées, ressemblent à ce jour à des artères du Moyen-Âge. Au centre-ville, par exemple, seuls le conducteur cascadeur et kamikaze ou encore de propriétaires de véhicules qui veulent abîmer leurs enchères osent circuler sur ces acteurs. On peut citer l'avenue Plateau et Okongo, mais surtout au croisement des avenues Kassavubu et Rwakading, c'est la tristesse et la désolation. Ça, ce n'est pas la Gombe. Il faut l'appeler même la commune de Kisenso, avec la façon dont de l'eau stagne. Regardez un peu l'état des routes. Apparemment, la Gombe se limite au niveau du boulevard. Quand il pleut, c'est désagréable. Pour nous qui vendons ici, il n'y a pas moyen de s'asseoir, car même les eaux usées sorties des installations sanitaires sortent aussi et c'est qu'à niveau. Que le gouvernement puisse nous venir en aide en réhabilitant ces routes, c'est quand même le centre-ville. Vous pouvez vous promener dans d'autres pays, les villes ne sont pas comme c'est le cas à Kinshasa. Cette capitale ne peut pas être comme ça. Regardez l'avenue Bokassa, avenue du commerce. Depuis que nous lançons les cris d'alarme, c'est toujours sans succès. Il n'y a pas de solution. Pour l'instant, nous observons nos autorités, qu'elles fassent ce que bon leur semble. Pour un passant sous couvert d'anonymat explique avec désolation, la ville de Kinshasa serait-elle devenue une cité ingouvernable où ce sont les dirigeants congolais, tant au niveau national ou provincial, qui seraient devenus démissionnaires? Cette question
mérite d'être posée par plus d'un Quinois qui observe la destruction de la voirie de cette mégapole qui vient d'atteindre son paroxysme. À cet effet, la réhabilitation de routes est une étape, mais l'entretien en est une procédure. Quittons Kinshasa pour la province de l'Ituri où le commissariat de la police nationale Bunia dispose désormais d'un nouveau bâtiment. Il s'agit du centre de coordination des opérations en remplacement de l'ancien qui était parti en fumée après un incendie en septembre 2021. Et c'est la MONUSCO, partenaire du gouvernement congolais, qui a financé les travaux à hauteur de plus de 37 000 $ américain. La remise officielle de ces bâtiments a eu lieu ce mercredi 13 décembre à la police nationale congolaise Ituri en présence du gouverneur militaire de cette province, le lieutenant-général Johnny Luboya Kashama Johnny. C'est la MONUSCO, partenaire du gouvernement congolais, qui a financé les travaux de ces bâtiments. Sous une pluie battante et a arrosé la ville de Bunia ce mercredi, le lieutenant-général Luboya Kashama Johnny, aux côtés des hommes en uniforme, a inauguré les bâtiments équipés en immobilier et kits informatiques mis en service pour la coordination des opérations de la police de la ville de Bunia. Pour la MONUSCO, c'est dans l'objectif de lutter contre la criminalité urbaine que ce centre de coordination a été construit après plusieurs consultations entre la MONUSCO et la police nationale congolaise, a précisé Karna Soro, chef du bureau de la MONUSCO Ituri, qui réitère aussi bien l'engagement de la mission à continuer d'appuyer les gouvernements congolais en cette période de sa transition. Nous travaillons donc à vos côtés et c'est dans ce cadre que ce centre de coordination a été mis en œuvre. Il y a aussi en cours un certain nombre de projets. Vous avez posé la première pierre de la construction du sous-commissariat de Tchabi il y a quelques jours de cela. Nous allons continuer donc dans ce élan jusqu'à ce que la MONUSCO parte de l'Ituri. À son tour, le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboya Kashama Johnny, a salué cette réalisation, fruit d'une collaboration harmonieuse entre la PNC et la MONUSCO qui facilitera certes la protection des populations et leurs biens. Ce bâtiment, avec tout le matériel qu'il comporte, va nous faciliter la protection de la population. Aujourd'hui, nous voulons davantage encore sécuriser cette population de Bunia et peut-être même de l'Ituri. Et donc, je vous remercie vraiment. Il faut dire que la remise de ces bâtiments d'importance capitale fit un besoin ressenti pour les habitants de Bunia en cette période de l'état de siège où la police se professionnalise du jour au lendemain, surtout dans la sécurisation des élections en cours au pays et des festivités. Musique, fermez le banc. En sport, la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023 débute dans quelques jours, soit le 13 janvier 2023 et prendra fin le 13 janvier 2024 et prendra fin le 11 février 2024 avec la participation de la République démocratique du Congo. Que faut-il donc savoir pour cette énième édition de la grande compétition continentale? Tentative de réponse dans cet élément signé Blessed Kuzola. La Coupe d'Afrique des Nations 2023 aura lieu cette fois en Côte d'Ivoire. La compétition, initialement prévue du 23 juin au 23 juillet 2023, a finalement été reportée du 13 janvier au 11 février 2024 en raison de la saison de pluie qui frappe cette partie de l'Afrique à cette période. Le tournoi continental africain aura donc lieu 2 ans après la CAN 2022 qui avait été repoussée en raison du virus de la Covid-19 et 1 an après le CHAN 2022. La Côte d'Ivoire a été retenu pour organiser la 34e édition du plus grand tournoi de football africain. Voici donc le 6 groupes de la prochaine CAN. Groupe A, Côte d'Ivoire, Nigeria, Guinée équatoriale, Guinée-Bissau. Groupe B, Égypte, Ghana, Cap-Vert, Mozambique. Groupe C, Sénégal, Cameroun, Guinée, Gambie. Groupe D, Algérie, Burkina Faso, Mauritanie, Angola. Groupe E, Tunisie, Mali, Afrique du Sud, Namibie. Groupe F, Maroc, République démocratique du Congo, Zambie, Tanzanie.
Notons que le match d'ouverture opposera la Côte d'Ivoire à la Guinée-Bissau le samedi 13 janvier 2024 au stade Alassane Ouattara d'Ebimbe à Abidjan. Bien que nous ne soyons pas encore arrivés à la phase finale du tournoi, certaines nations partent déjà favorites de par leur palmarès et leur effectif bien fourni. Ainsi, nous pouvons déjà compter sur le Sénégal tenant 10 titres, l'Algérie, l'Égypte, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Ghana, le Nigeria ou encore le Maroc. Toutes ces équipes ont soif de victoire et sont supérieures aux autres nations africaines sur papier. En tout, 5 villes et 6 stades ont été retenus pour l'organisation de la plus grande compétition africaine en Côte d'Ivoire. Ces stades se situent tous dans de grandes villes ivoiriennes. Le match va donc se dérouler dans les 6 stades de la CAN 2023 qui voici. Stade olympique Ebimbe à Abidjan, 60 000 spectateurs. Stade Félix Houphouët-Boigny à Abidjan, 40 000 spectateurs. Stade de Boaké, 40 000 spectateurs. Stade de Korogo, 20 000 spectateurs. Stade de San Pedro, 20 000 spectateurs. Stade de Yamoussoukro, 20 000 spectateurs. Le comité officiel de la CAN 2024 a mis en vente des billets à l'unité sur le site can2023-ticket.com pour chaque match de la phase de groupe ainsi que pour le match de la phase à élimination directe. En effet, depuis novembre 2023, il est donc possible de se procurer des tickets via ces sites officiels. Les prix sont rangés par catégorie 1 à 3. Catégorie 1, 10 000 francs CFA. Catégorie D, 5 000 francs CFA. Catégorie 3, 1000 francs CFA. Notons que le vainqueur de cette 34e édition empochera la somme de 5 millions de dollars, soit environ 3 milliards de francs CFA. L'information, c'est aussi au-delà des frontières de la République démocratique du Congo, place à la page internationale. Économiquement plombée par une grave crise de l'électricité et des coupures répétées, l'Afrique du Sud prévoit d'augmenter sa production d'énergie nucléaire, pour l'instant marginale, a annoncé mardi 12 décembre dernier le gouvernement central. Plus de détails avec Blessed Kozola. En conférence de presse mardi à Johannesburg, le ministre sud-africain de l'énergie a dévoilé le nouveau plan basé sur le nucléaire de son gouvernement pour tenter de sortir de la grave crise de l'électricité et des coupures répétées qui affectent la population et les entreprises. Les discussions avec plusieurs fournisseurs potentiels pour l'acquisition de nouvelles unités de production sont en cours. Il pourrait s'agir de réacteurs conventionnels ou de petits réacteurs modulaires moins puissants mais aussi moins coûteux. Une première mise en œuvre est espérée à l'horizon 2032-2033. L'Afrique du Sud possède une seule centrale nucléaire. Une unité de Koerberg a été fermée pendant près d'1 an afin de prolonger la durée de vie du site de 20 ans et la deuxième est en maintenance. Le pays mise sur le nucléaire pour augmenter sa production d'énergie, mais aussi pour taire les critiques contre le gouvernement en place. Comme annoncé dans le sommaire, un accord a été finalement trouvé à la COP28. L'entente qualifiée déjà d'historique a été immédiatement saluée par une innovation debout et de longs applaudissements. Le texte adopté et signé vise à accélérer l'action climatique pour une transition hors toutes les énergies fossiles d'ici 2050. Suivez cet élément de France 24. It is so decided. Le monde entier applaudit et se lève pour un accord historique. Après plusieurs nuits intenses de négociations, la COP28 se conclut par un consensus. Le président émirati de la conférence, Sultan Al-Jaber, s'en félicite. And from the bottom of my heart, thank you. Du fond de mon cœur, merci. Nous avons fait un long voyage ensemble. Au cours des dernières semaines, nous avons travaillé très dur pour sécuriser un meilleur futur pour nos peuples et pour notre planète. Un accord, mais avec des ambitions revues à la baisse. Le texte appelle désormais les pays à transitionner hors des énergies fossiles. Les mots ont leur importance. Le terme de sortie a été supprimé.
Vous trouverez toujours des phrases, des paragraphes, des sections que l'on aurait pu tourner différemment, que l'on aurait aimé ne pas voir apparaître. Mais dans un environnement multilatéral, avoir un document fort en commun, je trouve que c'est une source d'optimisme. À l'extérieur pourtant, quelques minutes plus tôt, ces militants écologistes réclamaient encore la fin des énergies fossiles, dénonçant un accord qui n'est pas à la hauteur des enjeux. Pour d'autres responsables d'ONG, c'est toutefois un nouveau pas dans la bonne direction. D'un côté, c'est un bon signe, un signal que le monde s'attaque enfin aux énergies fossiles. Mais d'un autre côté, le nouveau texte comporte des lacunes considérables qui permettront à l'industrie pétrolière et gazière de poursuivre ses activités. Car ce sont les pays producteurs comme l'Arabie Saoudite ou le Koweït qui ont refusé une sortie totale du pétrole, du gaz et du charbon. Cette décennie est pourtant cruciale pour atteindre la neutralité carbone en 2050 et limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré. Voilà, une autre façon de vous informer, c'est à travers les différents journaux qui ont paru ce mercredi 13 décembre 2023 à Kinshasa. Place à la revue de presse. Pour lire ces différents journaux, je reçois sur ces plateaux Fiston Oleko. Bonsoir. Bonsoir, Jojo Moulamba. Voilà, avec vous, nous allons parcourir quelques journaux. On commence avec le premier élément. Qui sera le président de la République démocratique du Congo après les élections du 20 décembre? Géopolis revient sur 4 candidats qui sortent du lot. Oui, Jojo Moulamba, comme vous avez dit, Géopolis a titré sur sa une trajectoire fulgurante de 4 chevaux en tête des courses. Qui sera le président de la République démocratique du Congo en janvier 2024, s'interroge le journal. 22 candidats se disputent en réalité les top jobs pour Géopolis Hebdo. Félix Tshisekedi, Moïse Katumbi, Martin Fayulu et Denis Mukwege sont les 4 personnages bien connus du paysage politique congolais. Ils ont tous chacun une histoire un peu différente, mais ont en commun un engagement pugnace pour le Congo. Au fil des ans, ils ont partagé le même combat, le même moule politique pour Tshisekedi Fayulu et dans une certaine mesure Moïse Katumbi, mais pour Denis Mukwege, c'est une histoire un peu différente. Oui, on reste toujours dans le processus électoral. La campagne électorale de Katumbi s'est soldée aux altercations à Mwanda. Oui, Jojo Moulamba, incident survenu lors du meeting de Moïse Katumbi à Mwanda dans le Congo central. Le gouverneur Guy Bandou fait état de quelques blessés dont un grièvement, a fait savoir Forum des As, selon le confrère de la 11e rue. Dans un communiqué de presse parvenu hier tard dans la soirée à Forum des As, le gouverneur de la province du Congo central, Dr Guy Bandou Ndungidi, fait état de la survenue le mardi 12 décembre courant d'une altercation entre les membres d'un parti politique dont le chef de l'exécutif provincial ne cite pas le nom, organisant une caravane motorisée et les services de sécurité de Katumbi qui tenait son dernier meeting dans la ville côtière. Une altercation qui s'est soldée justement à plusieurs blessés mais aussi un grièvement. Toujours processus électoral, Fiston Oleko, déploiement de matériel électoraux, la République démocratique du Congo appelle à l'aide de l'ONU. Ouais, justement, c'est Actualité.cd qui titre « La RDC a officiellement saisi le Conseil de sécurité pour une aide au déploiement des matériels électoraux ». L'ambassadeur de la RDC auprès de l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, a officiellement saisi le Conseil supérieur pour la sécurité, le Conseil de sécurité pour demander l'appui logistique de la MONUSCO en vue de déployer le matériel électoral à travers le pays. La demande a été faite ce mardi 12 décembre, soit à une semaine de la tenue de scrutin prévu le 20 décembre prochain. La Commission électorale nationale indépendante de la République démocratique du Congo
quant à elle, reste déterminée à conduire le processus électoral jusqu'à son terme, indique l'ambassadeur Zeno Mukongo Ngei dans sa correspondance adressée au président du Conseil de sécurité. Kinshasa, par contre, ne transige pas quant à la question du retrait de la MONUSCO. Oui, retrait de la MONUSCO, la RDC ne compte pas faire marche en arrière, a dit une fois de plus Actualité Impossible. Le départ de la force onusienne de la RDC se profile et la flexibilité du gouvernement congolais à lui accorder une année de plus semble être le dernier virage, alors que le gouvernement congolais voulait entamer le plan de désengagement en décembre 2023. La MONUSCO en a encore pour quelques mois sur le sol congolais à la suite de l'incapacité de la MONUSCO, selon les autorités congolaises, d'aider à imposer la paix dans la partie est de la RDC. Kinshasa préfère une autre solution, a annoncé l'ambassadeur de la RDC à l'ONU et représentant permanent de Kinshasa lors de la réunion de sécurité de ce lundi 11 décembre à New York. Je pense que c'est tout pour aujourd'hui, Fiston. Oui, pour aujourd'hui, c'est tout, Jojo Moulamba. On vous retrouve très prochainement. Merci. Voilà, c'en est fini pour cette revue de presse. On va passer au rappel de titre. La République démocratique du Congo vient de solliciter l'appui logistique de la MONUSCO pour le déploiement du matériel électoral. Le Conseil de sécurité de l'ONU a été saisi officiellement par l'ambassadeur de la RDC auprès de cette organisation. Une demande qui intervient à une semaine de la tenue de scrutin prévu le 20 décembre prochain. Et puis pour la première fois, le pays du monde entier ont approuvé ce mercredi à l'issue de la COP28 à Dubaï un compromis ouvrant la voie à l'abandon progressif des énergies fossiles d'ici 2050. Mais le pays riche en pétrole et en gaz ont obtenu de nombreuses concessions. Voilà les différents titres, les différents principaux titres qui ont été abordés dans ce journal. Mesdames et messieurs, ce journal touche à sa fin. Merci pour votre aimable attention. Restez branchés sur le programme de Géopolis TV.